Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Le Média, votre chaîne d'infos et de lutte sociale sur le canal 165 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Du côté de chez Sam avec Chris, dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate. Il est aussi l'animateur d'une newsletter de Substack, politicoboy.substack.com. Du côté de chez Sam revient 2 fois par mois sur l'actualité aux États-Unis, mais également sur la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Nous sommes à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis et les derniers sondages évoquent un scrutin incertain et serré qui laisse planer la crainte d'une nouvelle contestation des résultats si Donald Trump perdait et même de possibles violences, quel que soit le résultat. Le contexte explosif n'est pas aidé par les différentes tentatives d'ingérence qui exacerbent les tensions. Et puis, il y a l'irruption du milliardaire Elon Musk et ses pratiques à la limite de la légalité et qui constituent un exemple éloquent. Cette campagne est aussi le triomphe des influenceurs et des médias alternatifs qui semblent se substituer aux médias plus neutres et officiels. Les États-Unis sont-ils au bord de la guerre civile? On en parle avec Chris. Bonjour Chris. Bonjour à tous. Alors pour commencer, peux-tu nous dire où en est la campagne, ce que disent les sondages et nous rappeler comment fonctionne ce mode de scrutin particulier qui provoque autant d'incompréhension que de motifs de contestation? Oui, alors c'est vrai que tout ce qu'on entend en ce moment, c'est que l'élection est serrée et donc on ne sait pas trop qui peut l'emporter, qui est en tête. Et quand on regarde les sondages, c'est effectivement le cas. Alors il y a 2 types de sondages à prendre en compte. Ce qu'on parle souvent, c'est les sondages sur le vote national, ce qu'on appelle le vote populaire. C'est un sondage comme on a en France qui mesure l'intention des électeurs à l'échelle du pays. Mais c'est une donnée qui est assez peu fiable puisque l'élection n'est pas déterminée par la personne qui remporte le plus de voix, mais par ce fameux collège électoral qui consiste à atomiser l'élection à l'échelle de chaque État. Et pour chaque État, ça va être le candidat qui arrive en tête qui va remporter un nombre prédéfini de grands électeurs. Et ces grands électeurs ensuite doivent voter pour le candidat qui arrive en tête dans leur État. Donc du coup, en fait, l'élection se joue surtout dans les États qui sont contestés, où aucun des 2 candidats n'a un avantage évident. Et cette année, il y a 7 États qui sont considérés comme les swing states, les États pivots. Et c'est là que va se jouer l'élection. Et c'est même peut-être sur 2 ou 3 seulement que se concentre la campagne et que va se jouer l'issue du scrutin. Donc ça fait une première donnée à prendre en compte. Alors quand on regarde les sondages du coup, à l'échelle nationale, Kamala Harris a encore un peu d'avance. Elle est en données par les agrégateurs de sondages qui font la moyenne des différents sondages et qui pondèrent un peu en fonction du sérieux de l'institut, de son biais potentiel entre les démocrates et les républicains, mais qui aussi prend en compte la taille de l'échantillon et la méthodologie. Donc il y a comme ça des outils assez fins et assez fiables pour regarder la moyenne des sondages. Et ça donne Harris en tête pour l'instant, autour de 2 points au-dessus de Trump, ce qui n'est pas suffisant pour lui donner une chance correcte de victoire, puisque en 2016, Clinton avait terminé avec 2 points d'avance sur Trump dans les urnes et avait quand même perdu l'élection. Donc à l'échelle nationale, c'est difficile de voir vraiment quelqu'un un favori. Et sur les États clés, c'est pareil, les courbes se croisent, les marges et parfois c'est Trump qui est en avance avec un demi-point d'avance dans les agrégations de sondage, parfois c'est Harris qui est devant avec un quart de point, donc tout semble indéterminé. Et ça risque en cas de résultats serrés, ça risque de créer des problèmes. On parlait du risque de contestation, parce que chacun de ces États a des règles différentes pour le dépouillement des votes. Donc il y en a certains, on peut voter par correspondance, plus ou moins en avance. D'autres, on peut voter physiquement, mais avant le jour officiel du vote. Et les dépouillements, selon le dépouillement des bulletins, se fait de manière, selon un calendrier un peu différent, selon les États. Donc du coup, les résultats risquent d'arriver un peu au compte-gouttes, comme on avait vu en 2020. Et si c'est serré, eh ben, pendant plusieurs jours, on ne saura pas forcément qui va l'emporter. Et ça, c'est la grande question qui fait qu'il y a des craintes sur le fait que Trump, par exemple, continue de dire qu'il n'est pas sûr qu'il reconnaîtra le résultat, qu'il le fera que s'il a gagné, en gros. Et les démocrates, du coup, qui s'inquiètent et qui
tiennent des propos alarmistes et les républicains aussi qui vont faire des pressions sur les gens qui travaillent dans les bureaux de vote, etc., pour essayer de garantir ce qu'ils considèrent être un dépouillement exemplaire. Donc du coup, ça crée vraiment des tensions à ce niveau-là. Alors, de nombreux médias n'hésitent pas à titrer même sur le risque de guerre civile. Est-ce que la société américaine est si polarisée que ça et est-ce un danger réel? Alors le danger réel de guerre civile, je ne pense pas, dans le sens où si on entend la guerre civile comme 2 camps qui seraient organisés avec, des forces armées, un chef, des objectifs, des stratégies, comme on avait pu voir à la guerre de sécession. Ça, je pense que personne de sérieux ne pense à ça, et même l'idée que des États fassent sécession, donc qui décident de se retirer des États-Unis ou veulent, devenir indépendants, ça c'est aussi des choses qu'on lit parfois, mais qui paraissent assez loin de la réalité parce qu'en fait, même dans les États, qui sont très polarisés ou dans le sens où ils sont très proches d'un des 2 partis, par exemple, la Californie avec les démocrates ou un État rural avec les républicains, bah, ça reste quand même du 60 qui va voter démocrate et 40 républicain. Donc c'est pas non plus tous les habitants de la Californie qui sont démocrates ou tous les habitants du Texas qui sont républicains. Donc ça paraît difficile d'imaginer qu'on ait ce type de scénario. Par contre, ce qui est vrai et ce que montre par exemple Mathieu Gallard, le directeur de recherche à l'Ipsos qui vient de sortir un livre, sur ce sujet, c'est que la société américaine se polarise de plus en plus. Les Américains sont de plus en plus identifiés à un des 2 partis, soit le parti démocrate, soit le parti républicain et voient avec plus en plus de méfiance, et d'hostilité, le camp adverse. Donc il y a dans la société un clivage plus fort qui s'explique, aussi par des tendances longues. C'est pas Trump lui-même qui a forcément déclenché ça, même si, ça ne va pas dans le sens de s'améliorer avec lui. Parce qu'en fait, avant les 2 grands partis étaient assez hétérogènes avec des coalitions complexes et il y avait un peu des recouvrements et géographiquement, c'était assez différent aussi, le type de candidat qu'on pouvait trouver. Il y avait des démocrates, par exemple, qui étaient pour la ségrégation et des républicains qui étaient plutôt socialistes. Alors que maintenant, c'est très marqué droite-gauche, le clivage est très fort. Et donc, du coup, ça se reflète dans la société aussi. Alors, le risque, c'est plus qu'il y ait des heurts et des violences à la marge entre des militants, des factions, des milices côté extrême droite, et puis et peut-être éventuellement aussi de démocrates. Mais c'est vrai que le risque de violence est quand même plus associé au parti républicain. On voit qu'il y a quand même assez souvent maintenant des problèmes d'attentats terroristes commis par souvent des hommes blancs d'ailleurs, proches de l'idéologie racistes ou du parti républicain de l'extrême droite et qui se mettent à tirer sur des foules. Et il peut y avoir aussi on a vu bien sûr les attentats contre Trump, qui étaient commis par des gens qui n'étaient pas affiliés à un parti, mais qui avaient aussi fait leur cheminement idéologique. Donc tout ça, ça nourrit l'idée qu'il pourrait y avoir des violences. Alors bien sûr, le 6 janvier 2021, avec l'attaque contre le Capitole, c'était un exemple. Ça pourrait empirer selon le résultat. Après, il est aussi tout à fait possible que le résultat ne soit pas serré, puisque globalement, si on regarde historiquement, les sondages ont toujours tendance à se tromper de 2 ou 3 points dans un camp ou dans l'autre. Donc, comme là, ils sont pile poil quasiment à ex aequo, les 2 candidats, la réalité, c'est probable qu'un des 2 candidats se détache et que du coup, il n'y ait pas vraiment de contestation des résultats. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas, a priori, de violence particulière à attendre. Parlons maintenant, si tu veux bien, de l'homme le plus riche ou l'un des hommes les plus riches du monde, Elon Musk, le patron de SpaceX, qui apparemment soutient Donald Trump. Comment se matérialise ce soutien? Alors, comme beaucoup de milliardaires, il finance la campagne, donc ici du Parti républicain, mais les démocrates ont aussi des milliardaires qui financent leur campagne, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de plafond sur le financement des campagnes électorales, donc n'importe qui peut donner autant qu'il veut, à condition qu'il ne donne pas directement au candidat ou à la campagne elle-même, mais à des organisations affiliées. On appelle ça les super PAC, c'est Political Action Committee. Et donc, c'est ce qu'a fait Elon Musk. Il a donné en gros de mémoire autour de 70 millions de dollars à un super PAC, donc il travaille avec la campagne de Trump, et il a aussi fait des levées de fonds à travers son réseau de milliardaires et de riches investisseurs de la Silicon Valley. Donc il y a tout cet argent qui va à la campagne Trump de manière plus ou moins directe, mais il y a aussi le fait qu'il mette au service son réseau social Twitter, enfin X maintenant, et on voit bien que le réseau est de plus en plus biaisé en faveur de Trump. Il y a même un journaliste qui avait sorti
un dossier compromettant ou disons, assez négatif, sur le vice-président, choisi, le colistier de Trump, J.D. Vance, et ce journaliste a été expulsé de X, donc de Twitter, sous des faux prétextes, pour, censurer cette information, par exemple. Donc on voit que Musk utilise ça. Il utilise aussi le fait que, bah, sur X, il a 200 millions d'abonnés, en gros. Donc il milite tous les jours, il share il partage des informations. Quand il y a eu les ouragans, il s'est mobilisé pour ça en relayant beaucoup de désinformation et de fake news par rapport à la manière dont le gouvernement aidait et répondait à la situation, à la catastrophe, climatique. Donc il a, tous ces biais d'influence, qu'il met au service de Trump, et ce qui a fait le plus de bruit, c'est bien sûr, le fait qu'il paye des gens, indirectement pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Mais dans l'autre camp, le camp d'en face, il y a Bill Gates qui a donné 50 millions de dollars à Harris, à Kamala Harris. Est-ce qu'on est dans un match de milliardaires à somme nulle? Et à quoi sert concrètement tout cet argent? Ouais, alors, c'est vrai, donc c'est ce qu'on disait, il y a les 2 candidats ont des milliardaires qui donnent de l'argent. Cet argent, elle sert beaucoup à financer soit des militants qui sont payés pour aller faire du porte-à-porte, soit, des publicités qui sont diffusées sur la télévision, puisqu'il y a le droit de faire ça aux États-Unis. Donc vous recevez, surtout dans les chaînes locales, à la radio, à la télévision, et puis pour envoyer des courriers dans les boîtes aux lettres et passer des appels téléphoniques. Tout ça, c'est ce qui se fait avec l'argent des campagnes de manière générale, donc les milliardaires contribuent à ça. Là où c'est un peu différent avec Elon Musk, c'est justement qu'il pousse beaucoup plus loin les règles et la limite de la légalité. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place en ligne une pétition qui est en gros pour dire, je défends le droit au port d'armes et à la liberté d'expression, donc les 2 premiers amendements de la Constitution. Donc les gens peuvent signer ça pour dire, pour manifester leur soutien à la Constitution. Mais pour pouvoir signer cette, pétition, il faut être inscrit sur les listes électorales, c'est la condition. Et si vous signez, Elon Musk vous donne 47 $, donc à peu près 45 €. Vous êtes après inclus dans un tirage au sort, et tous les jours, il est censé donner au vainqueur du tirage au sort du jour 1 million de dollars. Donc ça, c'est une façon indirecte, parce que c'est illégal de payer les gens pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Donc c'est une façon indirecte d'encourager les gens, surtout les gens qui sont du coup de sensibilité conservatrice, à s'inscrire sur les listes électorales dans l'espoir qu'après ils aillent voter. Donc ça c'est quelque chose qui pose problème et qui a été, enfin Elon Musk a reçu un avertissement écrit de la part du ministère de la Justice pour lui dire que, ce qu'il faisait risquait d'être considéré comme illégal. Pour en revenir à Elon Musk, comment expliques-tu ce soutien à Trump et quelle est la cohérence idéologique en quelque sorte de ce soutien? Bah, en fait, Elon Musk, c'est un milliardaire et il espère de Trump, des énormes baisses d'impôts. Donc il y a d'abord la politique de Trump. Son programme, c'est un programme très pro, multinational. Donc les entreprises de Musk bénéficieraient un peu plus, des largesses, on va dire, en termes de réduction d'impôts, et cetera, si c'était, Trump qui était au pouvoir. Et puis en plus, Trump lui aurait proposé un ministère ou un poste dans une administration, et du coup, ça l'exonérerait d'impôts encore plus, à titre personnel. Donc du coup, la première raison, c'est que c'est un investissement pour lui. Il met, peut-être 100 millions de dollars de dépenses, et si, Trump est élu, il va économiser des dizaines de milliards de dollars, Mm. d'impôts. Donc ça, c'est le côté financier direct. Après, il y a aussi le projet idéologique plus large, que c'est quand même un libertarien, Musk, qui est associé oui, à certains pans de la pensée de Silicon Valley, plutôt en fait associé à l'extrême droite. Il a ce côté assez, eugéniste, assez, en faveur de la dérégulation totale du marché, pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut avec ses fusées, avec ses différentes entreprises. Et donc ça rejoint, en fait, il est dans la lignée de sa conduite des affaires. Par exemple, il a développé un peu le système d'autopilote des Tesla, qui marche pas très bien, mais il l'a mis en place sans attendre que le régulateur l'autorise. C'est un peu et c'est pareil avec ses fusées, il y a toujours un conflit avec les normes environnementales et le régulateur. Donc une administration Trump serait beaucoup plus, laxiste, et lui laisserait plus de champ libre pour ses différents projets industriels après. Alors, au-delà du cas d'Elon Musk et de son réseau social X, cette campagne semble marquer le triomphe des influenceurs. Oui, disons que ce qui est intéressant à observer, c'est que les candidats ont un peu délaissé les médias traditionnels,
Sur la fin, Kamala Harris a comme été faire différents passages chez CNN, ABC et des grandes chaînes comme ça. Elle est même allée sur Fox News pour battre le fer avec les journalistes de Fox News. Mais elle a aussi passé beaucoup de temps à donner des interviews dans des podcasts que moi, par exemple, je ne connaissais pas et qui sont plus d'ailleurs pas forcément liés à l'actualité et à la politique de manière générale, pour toucher à un autre type d'électeur qui n'est pas forcément très politisé et qui ne regarde pas forcément les grands médias. Et ils ont aussi, comme ça, approché différents médias alternatifs pour justement toucher les électeurs qui sont moins politisés sans passer par les grands médias et leurs filtres. Parce que ces intervieweurs, qui ne sont pas forcément des journalistes politiques aguerris, tendent à poser des questions un peu plus faciles. Et puis, c'est aussi des médias, ils vont pas, par exemple, Harris n'est pas allé voir des podcasteurs d'extrême droite, elle est allée voir des podcasteurs plutôt associés à la gauche, au Parti démocrate, donc du coup, avec des questions un peu plus faciles. Il n'y avait pas ce côté match de boxe dans les interviews. On retrouve ça aussi, mais encore plus de côté de Trump, parce que Trump, lui, non seulement il fait ça, mais il fait que ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé sur CNN, il a fait peut-être un interview ou deux dans des médias traditionnels, mais il faudrait même vérifier, je ne suis pas certain. Et donc, lui, il est vraiment dans sa sphère de confort, dans sa bulle un peu conservatrice, pour éviter d'être confronté à des questions gênantes dont les réponses seront ensuite exploitées par la campagne adverse dans les spots publicitaires, etc. Et puis pour pas se mettre en difficulté à la télévision, tout simplement. Et donc ça montre à la fois le poids plus important que prennent tout ce qui est médias alternatifs maintenant, les influenceurs, etc., mais aussi le fait que les médias traditionnels n'assurent plus trop leur rôle, dans le sens où les Américains leur font plus confiance, ils ont perdu confiance dans les médias traditionnels, et les médias traditionnels eux-mêmes ont des biais assez forts pour l'un des deux partis. Donc Fox News, par exemple, est 100% derrière Trump, et MSNBC est 100% derrière Harris. Donc du coup, on comprend pourquoi les candidats ne vont pas aller chez l'adversaire se faire tacler en direct. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il s'agit là du déclin des médias traditionnels et qu'est-ce que ça dit de plus fondamental? Ouais, il y a clairement un déclin des médias traditionnels et de leur capacité à relayer de l'information, déjà, parce qu'on voit du coup que les électeurs de Trump, par exemple, ils vivent dans une réalité très différente de celle des électeurs démocrates. Mais parfois, c'est les électeurs de Trump qui sont coupés du réel, dans le sens où ils ne sont pas au courant des propos qu'a pu tenir Trump ou de certaines positions qu'il a prises, parce que les médias qui lui sont favorables ne vont pas en parler, et inversement. Donc ça peut aller dans les deux sens, si tu veux. Et ça montre à la fois la perte de confiance dans les institutions, qu'on retrouve à différents niveaux, et les médias en est une. Et puis la polarisation aussi dont on parlait, puisque en fait maintenant, pour s'informer, il n'y a pas vraiment de médias qui donnent un point de vue neutre, qui soit à la fois critique avec le Parti démocrate et le Parti républicain. Il faut vraiment aller dans les médias indépendants pour avoir ce genre de point de vue et d'information. Pour terminer, Chris, est-ce que tu as envie de faire un pronostic sur le résultat de cette élection qu'on annonce probablement très serrée? Peut-être que tu vois déjà à peu près se dessiner un résultat final. Alors, quand on a préparé l'émission, j'avais une réponse à donner, mais depuis, j'ai revu d'autres infos qui passent, donc c'est vraiment difficile en fait de parier sur un résultat ou l'autre. Ce que je peux dire, c'est que moi, je pense que ça ne sera pas si serré que ça, qu'il y aura un vainqueur assez clair. Soit ça sera Trump, parce que, en gros, comme les deux cycles précédents, les sondages avaient sous-estimé le vote des électeurs qui votent de manière occasionnelle et qui votent plutôt pour Trump. Donc, du coup, on va avoir des meilleurs résultats pour Trump que les sondages, et il va gagner assez facilement. Ou alors, les sondeurs ont sous-estimé la mobilisation des femmes et ce phénomène qu'on observe un petit peu aussi dans certains sondages, surtout les sondages locaux qui se concentrent sur un comté ou qui posent des questions pas directement liées au vote, mais plus sur certains avis que peuvent avoir les électeurs sur les candidats et leurs programmes, où là, on voit que Trump recule avec ce qui constituait sa base, donc c'est-à-dire les électeurs blancs, masculins et non diplômés. Et ceux-là, il semblerait qu'ils sont en train de perdre du terrain dans ce groupe d'électeurs qui est majoritaire aux États-Unis par rapport aux 2 années précédentes. Donc si ça n'a pas été capté par les sondages, avec le vote des femmes en plus, on pourrait se retrouver avec Harris qui se termine assez facilement devant. Donc du coup, c'est difficile de dire lesquels de ces point de vue va s'imposer et quel sera le vainqueur dans 10 jours.
Merci Chris pour ce nouvel éclairage du côté de chez Sam et merci à vous d'être fidèles aux médias sur le canal 165 de la Freebox sur YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Le média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur notre site internet lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Restez connectés aux médias.